la cité se trouvait un lieu laissé à l'abandon. Personne ne s'y risquait jamais, et pour cause. Il était devenu le repère de jeunes garçons violents, fascinés par la lutte. Chaque jour, Héraclès se jetait dans l'arène. Chez lui, tout était impressionnant. Sa taille colossale, il mesurait presque 2 mètres. Ses accès de rage qui lui faisaient perdre tout contrôle de lui-même. Ce matin-là, Héraclès s'est défié à la lutte. Ils étaient 12 face à lui. Ils n'en menaient pas large. Pourtant, ils étaient tous un peu plus vieux que lui, déjà presque des hommes, tandis qu'il avait à peine 14 ans. Héraclès! Je crois que tu ne vas pas pouvoir te battre ce matin. Ton père te cherche, tu reviendras tout à l'heure. Avant que mon père ne soit là, je vous aurais rendu aussi inoffensif que des brebis. J'arrive! Héraclès, je perds patience et je te demande. Je sais, je te dis que j'arrive. Fou de joie, Héraclès se tourne vers son père. Il cherchait en vain la fierté qu'il essayait de provoquer chez lui. Mais à chaque fois, Héraclès réussissait toujours quelque chose. Le visage de son père se froissait de contrariété. Il avançait maintenant côte à côte, Se dirigeant vers le palais, dans un silence lourd de reproches mutuels. En vérité, Amphitryon était fou d'inquiétude. En vain, Amphitryon avait-il cherché un maître capable de les faire progresser. Il les avait fait venir de toute la Grèce. Héraclès les avait tous usés au point qu'il finissait par abandonner. Le dernier, Linos, avait semblé trouver grâce à ses yeux pendant quelques mois. mais Héraclès avait bien vite cessé d'être studieux. Préférant cette chassée aux grandes terres, Devant ses camarades, médusés d'admiration, plutôt que de peiner dans la salle d'études où il étouffait. Linos t'attend. Je sais. Alors pourquoi a-t-il fallu que j'aille te chercher et attendre que tu daignes achever tes jeux stupides? Je te promets. Ne promets rien que tu ne puisses tenir. Mets-toi humblement au travail, prends exemple sur ton frère. Il n'avait que jalousie pour Éphiclès. Ce frère, son faux jumeau, né le même jour. Et pourtant aussi différent de lui que sont l'eau et le feu. Le jour et la nuit, la terre et le ciel. C'était comme une brûlure dont la douleur ne le quittait jamais. une brûlure à la mesure des satisfactions qu'Iphiclès donnait à son père. Alors que lui, Héraclès, N'avait jamais suscité que de l'inquiétude. Ah, te voilà enfin. File à ta table et mets-toi au travail. Je sais pas le temps comme ça. Dis-moi, Héraclès, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je n'ai rien dit. Enfin, si. Linos, s'il vous plaît, je ne veux pas faire du calcul aujourd'hui. D'accord, alors va te choisir un livre, je vais de la bibliothèque. Ce n'est pas juste, moi, ça fait déjà 2 heures que je... Continue et cesse donc de te plaindre. Tu as bien travaillé. C'est vrai, il faut bien que tu réussisses quelque chose. J'ai choisi celui-là. Mais qu'est-ce que c'est? Un livre de cuisine? Tu te moques de moi? Non, j'ai choisi dans la bibliothèque. Ton arrogance n'a donc pas de limite? Mais pourquoi criez-vous? C'est vous qui m'avez demandé... C'est la première fois de sa vie qu'il a appris à se frapper. Il est hors de lui. Pris d'une rage sans nom, les yeux exorbités, Il se lève et rugit incontrôlable. Héraclès se saisit d'un tabouret. et le lui lance en pleine tête. Il est mort, tu l'as tué? Pardonnez-moi, ce n'est pas ça que j'ai voulu. Je ne l'ai pas fait exprès. Pendant 2 jours et 12 nuits, Amphitryon resta enfermé dans ses appartements. Au matin du 13e jour, Il fait venir Héraclès. Héraclès, ce que tu as fait est impardonnable. N'attends pas de moi un pardon qui effacerait ta faute. C'est à toi et à toi seul de prendre la mesure de tes actes et de leurs conséquences. Je suis désolée, père. Les mots sont si peu de choses, mon fils, après un tel crime. Je te sais honnête aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? À peine passé la porte, tu vas recommencer à n'en faire qu'à ta tête. Ne dis rien, je le sais, et tu ne peux rien contre. Alors voilà ce que j'ai décidé. Tu vas quitter Thèbes dès maintenant et rejoindre le mont Cithéron pour garder les troupeaux de vaches qui sont un bien précieux. Tu ne reviendras que lorsque tu auras dompté cette force que tu ne sais que faire. Ce jour-là, je serai là, heureux de te voir devenu un homme. Père, avant de partir, je veux savoir, pourquoi n'es-tu pas roi? Pourquoi dit-on ici alors que tu es de Mycène? Et pourquoi ne dis-tu rien? Je ne peux pas retourner à Mycène, Héraclès, et tu n'as pas à savoir pourquoi. Tu es trop jeune encore. Un jour, je te dirai, et beaucoup plus encore. D'abord, il faut que tu grandisses. Allez, il est temps, va maintenant. Et pourquoi préfères-tu mon frère, Iphiclès? Zeus, est-ce à moi de le dire? Pourquoi ne m'aides-tu pas? Que dois-je faire, Zeus? Réponds-moi. mon fils, écoute. Électryon, mon père, était roi de Mycène, et son frère Préléras et ses 9 fils se mirent brusquement à réclamer ce royaume. Mon père refusa, alors ils tuèrent tous mes frères. Mon père était fou de chagrin.
mes frères soient vengés. Moi, j'étais follement amoureuse d'Amphitryon. Mais mon père affirma qu'il ne consentirait à mon mariage que lorsqu'Amphitryon aurait ramené les bleus. Je me rangeai à sa décision et ils partirent ensemble, le cœur animé d'une juste vengeance. Mais lorsqu'Amphitryon s'apprêtait à récupérer les bœufs, une dispute éclata car une des bêtes venait de s'échapper. Amphitryon lança contre elle la massue qu'il tenait à la main. Elle a frappé mon père à la tête et le tua. Voilà comment nous arrivons à la table. Et après, Je n'ai déjà trop dit. Il te faut maintenant obéir à ton père et rejoindre les bergers sur le mont Cithéron. un jour, je serai le roi de Mycène. C'est là qu'est ma patrie. Je saurai, à la force de mes bras, la rendre à mon père. Ton destin, Héraclès, est bien plus grand que toi. Plusieurs années s'écoulèrent. Des jours et des nuits, des semaines et des mois, durant lesquels Héraclès Tentait de dompter son impatience. Il se forçait désormais. De toujours utiliser sa force à bon escient. Surveillant constamment ses gestes, Veillant à ne plus se laisser aller à des excès de colère incontrôlés. seul lui importait le jour du retour. Celui qui lui verrait proposer à son père de reconquérir Mycène. Comment se passe la vie à Mycène? Mycène est gouvernée par un roi sans valeur, un tout petit bonhomme aussi maigre que son nom Eurysthée. Eurysthée! C'est mon cousin. Il est né quelques heures avant moi. Il ne suffirait de rien pour le faire tomber de son trône, juste un souffle terre. Les jours de ses 18 ans approchaient. Il décida de redescendre sur Thèbes. En chemin, il rencontra des messagers du roi Erginos. 5 hommes richement vêtus et l'air hautain. Qui le regardèrent avec mépris, le prenant pour un vulgaire berger. Où allez-vous et d'où venez-vous, Seigneur? Et toi, d'où sors-tu qui ignore que nous venons comme chaque année chercher ce que Thèbes nous doit et nous devra pendant de longues années? Le tribut de 100 bœufs que notre roi Erginios réclame à juste titre, après avoir vaincu votre cité, il y a maintenant 15 ans. 100 bœufs par an! Tu viens de Thèbes, berger? Et tu ne sais pas ça? Nous, les Miniens, avons gagné la guerre contre Créon. Et si tu savais avec quelle facilité nous vous avons battus. Écoute un peu, berger, nous avons tant de choses à nous dire. Écoute l'histoire de la défaite de Thèbes. Héraclès se jette sur eux et leur coupa chacun Le nez, les oreilles et les mains. Qui leur attache avec des cordes autour du cou. Allez dire à vous trois qu'il n'aura pas son tribut, ni cette année et ni jamais. La rumeur de son exploit. Arrive à Thèbes avant qu'ils ne franchissent les portes de la cité. Déjà, il voyait le peuple thébain l'acclamer. Le remercier et se jeter à ses pieds. Mais c'est un tout autre accueil qui l'attendait. L'acte à considérer d'Héraclès Sonnait en effet comme une déclaration de guerre. Demain, après-demain, l'armée d'Erginos serait en route pour Thèbes. Elle chercherait à laver l'affront que venait de lui faire le fils d'Amphitryon. Ils sont plus forts en nombre et nous n'avons plus d'armes. Depuis qu'Erginos en est emparé, ils vont nous massacrer. Ce n'est pas 100 mais 1000 bœufs que nous devons leur donner à l'avenir. Père, écoutez-moi. Le tribut que réclame Erginos est profondément injuste. Erginos continuera de le réclamer à Thèbes, car il sait que son armée est plus forte que la vôtre. Je veux conquérir cette armée et libérer Thèbes de cette tête injuste. Soit, mais à la condition que je prenne les armes à tes côtés. Qui sait quel crime inconséquent tu es encore capable de te retrouves seul face à l'armée redoutable d'Erginos. C'est avec joie, mon père, que je serai à vos côtés. La bataille ne durera pas longtemps. Héraclès vint à bout à lui seul du gros de la force ennemie. Mais soudain, Héraclès cherche des yeux son père. Mais où était-il? Croyez-tu peut rester à ses côtés? Trop tard, son père vit à terre, grièvement blessé. Héraclès, tu es premier un destin hors du commun. Va consulter le devin Tirésias. Il est temps que tu apprennes la vérité. Jamais Amphitryon ne reverrait Mycène. Comment vivre sans tenir les promesses qu'on s'est faites à soi-même?
que telles ont été les dernières volontés de ton père. Quel secret? Écoute et ne m'interromps pas. Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes que l'arrogance mène hors du droit chemin. Tu vivras de grandes peines, mais tu obtiendras une exquise quiétude auprès de Zeus ton père dans l'Olympe éternel. Écoute ton histoire, celle de tes origines. Alcmène est ta mère. Elle vénéra Amphitryon. Il partit au combat. Sa bien-aimée lui promit de l'attendre. Son cœur pur lui était voué à jamais. Elle l'aimait. Au matin, quand elle ouvrit les yeux, cependant Zeus le Tout-Puissant, profondeur des nuages, Tomba amoureuse de la trop belle Alcmène. Alors, pour la séduire, il prit l'apparence d'Amphitryon lui-même. il apparut un soir dans tout l'éclat de sa victoire. Pareil à une pluie d'or au milieu d'une nuit noire. Se glissa dans la couche de la triple Alcmène. Après avoir ordonné au soleil D'arrêter sa course pendant 3 jours et 3 nuits. Au matin, quand elle ouvrit les yeux, Il était reparti. Mais dès la nuit suivante, son époux Amphitryon était de retour à Thèbes. en le voyant apparaître dans sa chambre, Elle lui sourit. heureuse de le revoir si vite. Où donc avais-tu disparu? Je t'ai cherché toute la journée. Je ne comprends rien à tes paroles incohérentes, mais ce n'est pas grave, tu es ma femme et je t'aime, cela n'a aucune importance. Tu sais, Alcmène, j'ai réussi à venger tous mes frères, nous avons gagné. 3 batailles, oui. Mais comment le sais-tu? Et lors d'un assaut, nous avons fait face à... 3 éléphants. Oui, c'est incroyable. Mais enfin, depuis mon retour, je n'en ai parlé à personne. Ne me dis pas que tu ne te rappelles pas la nuit dernière où tu m'as tout raconté. Mais je viens d'arriver, tu me mens, tu m'as trahi. Tu as souillé notre amour et la promesse que tu m'avais faite. Garde, qu'on la fasse brûler vive. Je t'en supplie, Amphitryon, écoute-moi, crois-moi, tu te trompes. Je ne l'écoute pas, tu m'as trahi. Les flammes léchaient les pieds de la vertueuse Alcmène. Quand un orage éclata soudain dans le ciel d'azur. Une pluie providentielle venant empêcher l'injuste sentence. C'était Zeus lui-même qui envoyait un signe. Alcmène dit la vérité. Elle ne mérite rien le sort que tu veux lui infliger. Tu dois lui pardonner. De cette longue nuit naîtra un enfant, mon fils, qui, à lui tout seul, aura un destin rempli de plus d'aventures que tous les héros réunis qui l'ont précédé. Tu veilleras, Amphitryon, à lui donner la meilleure éducation qu'il puisse recevoir. Au même moment, sur le mont Olympe, L'épouse de Zeus, Héra, La terrible déesse. fulminée de rage, Encore une infidélité. Zeus a déjà tant d'enfants avec ses mortels. Combien de fois m'as-tu juré que j'étais la seule, la plus belle, son éternel amour? Cette fois-ci, je veux me venger. écoutez-moi tous, Dieu et déesse. Je vais dire ici ce que me dicte mon cœur. Un enfant va venir au monde, et cet enfant est destiné à régner sur tout ce qui l'entoure. Il te faut joindre l'acte à la parole. Allons, Dieu de l'Olympe, jure-moi sur l'heure par un puissant serment que l'enfant tombé le premier au pied d'une femme, s'il est des mortels qui appartiennent à ta race sortie de ton sang, régnera sur tous ses voisins. Et Zeus ne vit pas la perfidie, Il jura par le plus grand des serments. et commit la plus grande des erreurs. Bien vite, Héra gagna Argo. où elle savait que se trouvait Nisip. Descendant elle aussi de Zeus. Alcmène est sur le point d'accoucher. Nisip, elle, n'est qu'enceinte que de 7 mois. Il faut coûte que coûte qu'elle accouche avant Alcmène. Alors, elle convoqua sa fille Ilithyie. La déesse des accouchements. Et lui donna ses ordres. Mais déjà ta naissance s'annonçait, Héraclès, et ta mère souffrait beaucoup. La déesse des accouchements, prenant l'apparence d'une servante, retardait la délivrance. Et grâce à une ruse d'une autre servante, Alcmène fut délivrée. Elle mit 2 enfants au monde, Iphiclès et Héraclès. L'un était le fils d'Amphitryon. L'autre était le fils de Zeus. Hélas, la ruse de la servante n'avait servi à rien. Nisip avait accouché prématurément d'un fils. Nommé Eurysthée. Quelques jours avant ta naissance. Zeus a la barbe blanche, je vais te faire entendre un mot à ton cœur. Un noble mortel vient de naître, c'est Eurysthée, le fils de Nisip. Il est de ta race, souviens-toi de ton serment. Et Zeus fut frappé d'une douleur aiguë au plus profond de son cœur. Moi aussi, désormais, je sais. C'est de Zeus que me vient cette force dont je suis si fière, mais qui m'a déjà causé tant de tort. Et je comprends maintenant pourquoi Eurysthée règne sur Thèbes. Mais quel est mon destin? Que vais-je devenir?
Thèbes. Depuis 12 jours exactement. Une canicule s'abat sur la ville. Il rentre dans les rues ce matin. L'idée qu'un malheur se prépare. Pour te féliciter de ton combat victorieux contre Erginos, Héraclès, je t'offre l'hospitalité. Je te remercie, Créon. Je n'ai nulle part où aller. Il faut vivre avec les miens. J'ignore les prédictions de Tirésias et je vais me rapprocher de mon frère Iphiclès et de mon neveu Iolaos que j'aime tant. Mais les paroles de Tirésias hantaient Héraclès. Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes que l'arrogance mène hors du droit chemin. Tu vivras de grandes peines. Je ne veux pas de ce destin, je veux vivre heureux comme un homme tout simplement. La fille du roi Créon Mégara me plaît et je l'aime. Je t'offre ma fille en mariage, Héraclès, que votre vie soit longue et belle. Ils s'aimaient. Ils eurent 2 enfants. 2 garçons pleins de vie. Héraclès les regardait grandir avec fierté. Le bonheur ne devant s'y tromper, le bonheur était là. Un jour, je parviendrai à tenir ma promesse que je m'étais faite à moi-même, détrôner Eurysthée et récupérer Mycène en hommage à mon père Amphitryon. Croit-il vraiment pouvoir échapper au destin que les dieux ont décidé pour lui? Je jure de provoquer la perte d'Héraclès. Il faut que Zeus lui-même concourt à son malheur. Héraclès, un héros, un homme qui a peur de son ombre et de sa propre force, dont les rêves plus fous est d'être ce bon père de famille, ce bon mari, tout doux, tout mièvre, une mauviette, et qui feint d'oublier lequel est son vrai père. Et toi, Zeus, le dieu de Dieu, tu laisses faire? C'est ainsi, crois-tu que tu feras de lui un héros? Tu as raison, Héra. Il lui faut des épreuves dignes de ses origines. Car, qu'il le veuille ou non, il est le fils de Zeus, et le monde entier doit en avoir la preuve. Et puisqu'il rêve de conquérir Mycène, pourquoi ne pas l'aider? Héraclès ira devant Eurysthée qui le mettra au défi de réaliser 12 travaux insensés, de mener 12 combats monstrueux qu'il lui faudra gagner. Qu'en penses-tu, Héra? C'est d'accord, je suis ravie. Eurysthée, écoute-moi, tu dois inviter ton cousin Héraclès. Inviter Héraclès, ce terrible cousin qui couronne le trône. Mais où vais-je trouver la force d'affronter ces géants qui, depuis sa naissance, n'a qu'un objectif, prendre ma place? Peut-être n'aurais-je jamais être le roi. Salut à vous, soyez les bienvenus. Alors, cousin, ne m'as-tu pas fait venir jusqu'ici pour te taire? Zeus t'ordonne de m'obéir, cousin. Il te charge d'accomplir 12 travaux que je t'ordonnerai de faire. Après quoi, tu crois t'asseoir sur ce trône? Et tu crois qu'il suffit de m'ordonner à moi de faire ce qu'il te chante? Mais pour avoir ton trône, Eurysthée, il me suffit de te souffler dessus comme une vulgaire petite plume. Tu t'envoleras et tu disparaîtras. La vérité, c'est que je t'ai fait peur et tu as raison. Un jour, je serai assis à ta place. Je suis le fils d'Amphitryon et c'est là qu'est ma place. Je n'ai pas besoin de ces épreuves que tu inventes pour te terrasser. Adieu! Mais as-tu seulement entendu ce que disait Eurysthée? C'est un ordre de Zeus et tu ne peux t'y soustraire. Ta passion t'aveugle et tu cours à ta perte. Comment oses-tu après tout le mal que tu as déjà fait? Héraclès, pourquoi ne pas consulter la Pythie? Elle seule pourra t'éclairer bien plus en tous les cas que cette colère qui t'aveugle. Et aussi ton orgueil. Rappelle-toi où tout ça t'a mené. La Pythie, tu as raison, Iolaos. Il suffirait de faire un tétopard d'elfe pour consulter l'oracle. Je dois en avoir le cœur net et arrêter de fuir. L'heure est venue d'affronter mon destin. Moi, la Pythie, je t'ordonne de te mettre au service d'Eurysthée et d'accomplir une à une les épreuves qui seront les tiennes, car tel est ton destin, celui que j'ai décidé pour toi. Je ne peux me résoudre à obéir. Comment devenir l'esclave de cet homme incroyablement peureux que mon cousin Eurysthée? Moi, Héraclès, me mettre au service de ce froussard stupide? Jamais! Mais je le sais, il est impossible de s'opposer de quelque manière que ce soit à une décision de Zeus. Ha ha ha, il est si hésitant, si faible, le combat est perdu d'avance. J'ai hâte de le voir céder à genoux devant Eurysthée. La réussite de ces épreuves sera impossible. Il est fait. Mais les jours passaient, et Héraclès était toujours enfermé dans sa chambre. Incapable de se résoudre à obéir aux ordres de son père. Il était de plus en plus furieux, de plus en plus en rage. Perdant peu à peu le contrôle de lui-même. Mon père, venez voir, il y a un arc-en-ciel. Il s'approcha de la fenêtre. Et admira l'arc-en-ciel. Tenant tendrement son fils dans ses bras. Mais un coup de vent violent le fit frissonner. Et tout en lui soudain se glaça. Son visage se changea. Héraclès, que se passe-t-il? Je tuerai Eurysthée. Oui, j'ai la force, le pouvoir, et personne ne pourra se mettre au travers de mon chemin. Destrier, apportez-moi mon char de guerre. Mon bien-aimé, où es-tu? Que dis-tu? Il n'y a pas de chat. Eurysthée n'est pas là, c'est moi, Mégara, ta femme. Héraclès tue son fils avec un arc. Puis saisit, et tue son autre fils et sa femme. Athéna, la déesse de la sagesse, apparaît, Elle jette une pierre contre sa poitrine. arrêtant le carnage. Et le plonge dans le sommeil. Qu'as-tu, cher neveu? Pourquoi ces larmes et ce regard plein de méfiance? Et pourquoi ce silence? Tu m'effraies, parle! Mais Iolaos ne pouvait lui répondre.
Les mots ne voulaient pas sortir de sa bouche. Héraclès ne se souvenait de rien. Alors, comment lui dire? Que la folie qui s'était emparée de lui Donner comme une punition divine. Je ne veux plus vivre. C'est juste impardonnable. J'ai beau fouiller dans mes mémoires, je ne me souviens de rien. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est juste n'a pas de sens et n'en aura jamais. Personne ne peut m'aider. Il comprit alors. que la folie qui s'était emparée de lui Sonnait comme une punition divine. Il avait douté de la force. D'un ordre qui provenait de Zeus en personne. Je pars pour Mycène. Je t'accompagne. Non, j'en ai fini de la compagnie des hommes. Oublie-moi, je ne suis pas digne d'être aimée. Un jour, je te rejoindrai. Héraclès marcha jour et nuit. Ne dormant que quelques heures. Il fonçait vers sa première épreuve. Il avait douté de sa force. Arrivé à Mycène, il se jeta aux pieds du souverain Eurysthée qui l'attendait. Il y a dans les montagnes, visibles au loin, depuis la citadelle d'Argos, un lion qui dévore les troupeaux de mes bergers. Tue-le et ne reviens ici que si tu es parvenu à le dépecer. Un lion? Ah ah, je serai de retour dès ce soir. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le lion était un monstre né sur la lune. Là où les bêtes sont 15 fois plus grandes que sur terre. Sa peau ne pouvait être entamée par aucun tranchant. Qu'il fût de pierre ou de fer. Il vit poser à travers du chemin. Des armes magnifiques, Ciselées et incrustées de pierres précieuses. Il y avait là une épée, un arc et des flèches et une cuirasse d'or. Il les observa longuement et, Comprenant ce qu'elles étaient pour lui, Il s'en s'empara et poursuivit sa route. sur l'Olympe, Hermès, Apollon et Athéna se ruaient de lui avoir apporté leur aide. Il atteignit la forêt où sévissait le monstre depuis plusieurs années. Dévastant récolte et troupeaux. Tu y laisseras ta peau, étranger. Retourne d'où tu viens. Cet animal est un fléau, une punition divine. Personne ne peut l'abattre. Crois-nous, on aura tout essayé. Héraclès poursuivit sa route. Et soudain, le lion de Némée. Ce n'est pas sa taille prodigieuse, ni son pelage flamboyant, ni sa crinière de feu qui impressionne le plus, mais la puissance de ses muscles et sa course. lentement, il se saisit d'une flèche. Il tend son arc vers la bête monstrueuse. La flèche l'atteignit à l'épaule. Mais elle se contenta de rebondir, se brisant net. Tombant sur le sol comme une petite brindille que le vent avait apportée là. Le lion avançait vers Héraclès. Prêt à lui sauter à la gorge. Gueule ouverte, il rugit brusquement, découvrant ses crocs gigantesques et menaçants. Mais le lion se détournait de lui. Il ne devait pas avoir faim. C'était juste un avertissement. Héraclès passa sa première nuit dans les bois, les yeux grands ouverts. Il lui était impossible de dormir. Mesurant pour la première fois ce qu'il attendait réellement. Cet animal est évidemment un monstre envoyé par Héra. Je ne suis qu'un homme. Comment pourrais-je l'abattre? À quoi me servent ces armes que j'ai trouvées au bord du chemin? La traque dura 29 jours. Le lion se jouait de lui. Courant des heures entières avec Héraclès à ses trousses. Épuisé mais tenace. Chaque soir, au soleil couchant, Le lion rugissait férocement, comme pour rappeler au héros qui était le plus fort. Je ne renoncerai pas. J'ai remarqué qu'il dort dans une grotte profonde. C'est là que je vais le coincer. Puisque mes flèches ne peuvent pas l'atteindre, je vais construire une massue en bois d'un olivier sauvage. quand son arme fut prête, un matin à l'aube, Il se glissa doucement dans l'antre du monstre. Qui
qui dormait encore profondément. Héraclès n'avait pas pensé que son odeur suffirait à le réveiller. Le lion rugit avant même de voir son adversaire. Terrifié, Héraclès se retrouva coincé contre la pierre de la grotte. La gueule du lion ouverte tout près de son visage. Serrant sa massue de toutes ses forces, Il frappa un grand coup, si fort que le lion tituba. Ce qui permit à Héraclès de se glisser derrière lui. Alors il sauta sur la bête pour la plaquer au sol. Le lion furieux se débattait avec une force incroyable. Tentant de mordre vainement son adversaire. Qui s'était mis à serrer sa gorge à la force de ses bras. La lutte dura 2 longues minutes. Dans un dernier effort, le lion sauta sur Héraclès pour le jeter au sol. de la pointe du pied, le héros se redressa. Il n'avait pas lâché prise, écoutant le râle devenir de plus en plus faible. Serrant de plus en plus fort. Ses muscles douloureux semblaient éclater sous sa peau. Quand soudain, la bête brusquement s'écroula. Le lion de Némée était mort. Je l'ai peut-être vaincu, mais rien n'est fini. Comment rapporter cette époque que rien ne peut trancher à rester? Quelle honte, il me faut trouver une solution. Alors, il vit les griffes de la bête qui gisait à ses pieds. Peut-être, mais oui, seules ses propres griffes peuvent me permettre de le dépecer. Quand il reprit le chemin de Mycène, L'hiver approchait. Il se couvrit de la peau de la bête. sa gueule lui servant de casque. Après ces mois passés dans les bois, Il avait l'air d'un sauvage plus que d'un être humain. lorsqu'il se présenta devant Eurysthée, celui-ci se mit à trembler de tout son corps. Héraclès déposa la peau du lion de Némée à ses pieds. Je t'interdis désormais d'entrer dans ma ville. Dorénavant, tu déposeras ton butin devant la porte de Mycène. Entends-tu, Héraclès? Et maintenant, que dois-je faire, Eurysthée? Héraclès reprit sa route. Sans pâlir ni scier, Il n'était pas question d'offrir à Eurysthée le moindre plaisir. L'hydre de l'air. Il n'est pas de monstre plus redoutable que celui-là. l'hydre était une sorte de serpent à 10 têtes. Et à la laine mortelle. Personne ne s'approchait des marais où elle vivait comme un parasite. Je connais son existence depuis toujours. Et pourtant j'ignore comment. Sans doute. Est-ce grâce aux histoires que me racontait ma mère? Jamais je n'avais imaginé que je l'affronterais un jour. Héraclès, c'est moi, Iolos. Tu ne me reconnais pas? Je suis venu comme je te l'avais promis. Le dirai, s'il te plaît. Laisse-moi venir avec toi. Non, Laos. Sais-tu où je vais? Je dois combattre l'hydre de l'herbe. Alors, veux-tu toujours rester? Je reste. Je veux être avec toi, mon nom. Tu es trop jeune, Laos. Et bien trop intrépide. Fais comme tu veux. Mais débrouille-toi pour ne pas m'encombrer. Le soleil brillait de tous ses feux. Lorsqu'ils parvinrent aux abords du marais, où la bête immonde avait son repère, Mais la lumière ne perçait pas à travers la forêt touffue. et une brume épaisse les empêchait de voir leur propre pas. Avançons à tâtons. Ils sentirent bientôt une odeur épouvantable. Si âcre qu'elle leur leva le cœur. Leurs yeux piquaient, leur bouche devint sèche. Ils se mirent à tousser. Ils étouffaient. Main forte sur ta bouche et pressez-le pas. Il faut faire vite si nous voulons rester en vie. Ils arrivèrent enfin devant un marais. Aux couleurs sombres et glauques. Épais comme de la boue, Silencieux et tremblant, Il se tenait prêt à voir surgir la bête. Tout était étrangement silencieux et glacé. Héraclès se baissa lentement. Ramassa une pierre et la jeta dans l'eau. elle fit un bruit mat et sourd et fut aussitôt engloutie par les eaux noires. Lolos, va rejoindre le chat.
Puisqu'une pierre n'a pas suffi à te faire sortir de ton marais puant, hydre en voici des dizaines, des centaines et autant qu'il en faudra. Soudain, il avait surgi, héritant de rage. Héraclès avait devant lui un monstre gigantesque. 10 fois plus grand que lui. Sa peau d'un gris verdâtre était celle d'un reptile. Tout s'agit lui du soupe. servait de cou. Tout s'agit des soupes. Virevoltant à une vitesse affolante. Certains dressaient plus haut que la cime des arbres. D'autres rampant sur le sol. Rapide et sournois comme des vipères. Chacun de ces coups se terminait par une tête hérissée de piquants tranchants Et des langues qui pointaient de chaque bouche. dont on voyait des rangées de dents acérées. C'était pire de tous les cauchemars qu'Héraclès ait jamais fait. La tête inerte. La bête faisait claquer ses multiples mâchoires À la recherche de l'intrus. qui avait osé s'aventurer dans son repère. Héraclès serra son poing autour de son épée. Et sans trembler de toutes ses forces, Il se lança à l'assaut du monstre. Il n'avait plus le choix, il lui fallait se battre. Une première tête tomba. Tranchée net sur le sol. Elle faisait seule 3 fois la taille d'un homme. Héraclès lui jeta un coup d'œil effrayé. Tandis qu'il entendit dans son dos. Le cri étouffé de son neveu Iolaos. Plus que 8, courage. Quelle fut sa surprise quand relevant les yeux, il vit 2 têtes poussées en lieu et place de celle qui venait de trancher. Comme si la partie de l'hydre qu'il venait de couper. Recevez une lettre qui se multipliait à l'infini. Voilà pourquoi on la disait invincible. Elle tire sa force et sa vitalité des blessures qu'on lui afflige. Comment vaincre un monstre rapide des blessures qu'il reçoit? Il doit y avoir un moyen d'empêcher ces têtes de repousser. Il avait tranché 3 têtes et 6 avaient repoussé. Le combat était inégal. Héraclès tentait ses forces s'affaiblir. Lolaos, allume un feu, vite! Iolaos apporta des flambeaux. Héraclès les brandit devant les têtes du monde. l'hydre, surpris, se mit à cracher une salive jaunâtre. Sans parvenir à éteindre les flammes. Je ne me suis pas trompée. Elle déteste le feu. D'une main, il trancha une tête. Et de l'autre, il brûla la blessure. Maintenant, de toutes ses forces, la flamme sur la plaie. Un son terrible s'échappa de toutes les têtes atroces de l'hydre. Quand il enlevait le morceau, Plus rien ne poussait à la place. Ah, nous avons trouvé la faille de l'hydre. Lolos, vous me chaque dès que j'aurai coupé une tête. À 2 organisés et rapides, ils se révélèrent redoutablement efficaces. Il ne resta bientôt plus que 3 têtes. Mais Héra, qui suivait le combat depuis l'Olympe, Ne voyait pas d'un bon oeil. l'hydre perd ses têtes une à une. Elle fut tombée sur terre. un immense crabe, Qui pince aussitôt Héraclès au talon. Ah non, j'ai perdu mon épée et tout ce sang qui coule. Saleté de crabe, vas-tu lâcher prise? l'hydre en profita pour s'enrôler autour de ses hanches. Ah non, s'il perd connaissance, c'en est fini de lui. Héraclès, attrape cette massue. Héraclès s'en saisit et frappa le crabe si fort Qu'il l'écrasa littéralement. En un seul coup. Furieux, Héraclès poursuivait son combat. Il ne resta bientôt plus qu'une seule tête au monstre. la dernière. C'est un mauvais pressentiment. Cette idée va continuer à hanter mes rêves, comme une malédiction. La tête inerte d'Héraclès, croyée morte, Se mit à se tortiller sur elle-même. pris d'une rage attisée par la peur, Il délaissait la tête à main nue et la jeta dans un trou. Ah, nous avons trouvé la faille de l'hydre. Tu peux rire, sale bête. Personne ne viendra te chercher là. Tu seras condamné pour toujours. Et soulagé soudain d'avoir remporté la victoire. Il éclata d'un rire féroce. qui résonna longtemps au-delà des marais lugubres, Sur lesquels le monstre avait régné. Il est temps de partir, Héraclès. Héraclès s'empara de son épée et trempa une à une les flèches dans le sang de la bête. Que fais-tu, mon oncle? Ce seront des armes redoutables. Elles seront empoisonnées à jamais. Allez, viens, mon oncle, je t'en supplie. Il est temps de partir. Ils se mirent enfin en route. Marchèrent plusieurs jours. Pour rejoindre Mycène. Eurysthée, haha, oh là, cousin, j'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu me croyais mort, n'est-ce pas? On me dit que tu as tué l'hydre. Soit, mais ce train ne comptera pas, car tu as bénéficié de l'aide de mon neveu. Ainsi, je l'annule. Que dis-tu, cousin? Comment oses-tu? Espèce de froussard, réfléchis bien avant d'annuler cette épreuve, car ce sont mes propres mains dont tu risques de sentir autour de ton cou maigrelet. Tu entends? Oui, haha, en fait, je plaisantais, mais dorénavant, tu dois être seul pour la prochaine épreuve.
Iolaos me manque. Il n'y a pas de pire épreuve que la solitude. À force de toujours dormir sur le sol et en parlant à mon ombre, j'ai le sentiment de ne plus faire partie de la société des humains. Après son combat contre l'hydre de l'air, Cette épreuve lui semblait dérisoire. Je suis tout près de mon ami Pholos. Je vais aller lui rendre visite. Et peut-être pourrais-je aussi croiser Chiron. Tant pis, si je prends du retard, après tout, personne ne m'attend. Pholos et Chiron n'étaient pas des centaures comme les autres. Il y a mi-chevaux avec 2 bras et 4 pattes. Les centaures étaient des monstres vivants dans les forêts qui se nourrissaient de chair crue. Mais Pholos et Chiron étaient hospitaliers et bienfaisants. Ils aimaient les hommes et ne recouraient jamais à la violence. Bienvenue à toi, Héraclès. Nous avons préparé une fête en l'honneur de tes exploits. Toute la Grèce prononce ton nom avec ferveur. Ah, merci, Pholos, mon ami. Tu exagères. Quel bonheur de te voir et quel repas magnifique. Mange à ta faim, mon ami. Quel festin, merci. J'ai soif. Puis-je avoir du vin, s'il te plaît? Malheureusement, je n'en ai pas, Héraclès, excepté le vin qui est dans cette jarre, mais elle appartient à la communauté des centaures. Personne ne m'en voudra, j'en suis sûre, alors pourquoi m'en priver? Pholos hésitait. Mais devant l'insistance de son hôte, il finit par ouvrir la jarre. une odeur puissante s'échappa de la jarre. Si forte qu'elle attira les centaures. Furieux, ils galopèrent tous ensemble vers la caverne de Pholos. Armés de rochers et de sapins, poussant des hurlements terribles. Si j'avais su, j'aurais pu me passer du vin. Héraclès brandit des torches Pour faire reculer ses assaillants. Arma son carquois et tira autant de flèches qu'il fallut pour les abattre. Un à un, les centaures s'effondrèrent. Les survivants finirent par s'enfuir. Mais Héraclès, souvenez, c'est bien les poursuivre. Puisqu'ils ne pouvaient le tuer, Il fallait les chasser. L'obliger à courir jusqu'à ce qu'il s'épuisât. quand... Les centaures se réfugièrent auprès de Chiron. le plus sage et le plus bienveillant d'entre eux. Chiron, écarte-toi, je ne veux pas te faire de mal. Héraclès, mon ami, écoute-moi, calme ta fureur. Quand Héraclès lança une flèche destinée à un autre centaure, Elle lui transperça le bras et poursuivant sa course, alla se nicher dans le genou des champs. Ce dernier s'écroula. Malédiction, Chiron, pardonne-moi, je n'ai pas voulu te blesser. Montre-moi la clé. Mais il était trop tard. Chiron souffrait atrocement. Sa blessure était mortelle, mais il ne mourut pas. Je suis né immortel. Je ne peux pas mourir. Je ne peux que souffrir sans répit pour toute l'éternité. Comment aider Chiron? Mais il est trop tard, la flèche est empoisonnée. Prométhée, toi, ici, que fais-tu là? C'est Zeus qui m'envoie. Je n'en crois pas mes yeux. Prométhée, le cousin de Zeus et son ennemi juré. Pourquoi est-il ici? J'ai obtenu du maître de l'Olympe d'accepter ton immortalité. Comment as-tu fait? Je lui ai révélé que l'enfant qui aurait de Thétis serait plus puissant que lui et le détrônerait. Chiron sourit. Il serra la main de Prométhée. Ses yeux se fermèrent doucement. Et la mort s'empara de lui. Prométhée était devenu immortel. Il se redressa, sortit de la grotte et disparut. Quelle honte, encore une fois, je me suis laissé aller à la colère sans réfléchir à la portée de mes actes. Pourtant, Zeus m'a envoyé de l'aide. Pourquoi? Je ne comprends plus rien. Ton destin est de tuer toutes les bêtes ignorantes de la justice et tous les hommes qui l'arrogance mène dans du droit chemin. Tu vivras de grandes peines, mais tu obtiendras la paix auprès de Zeus, ton père, dans l'Olympe éternel. Mais pourquoi dois-je commettre de telles erreurs? Suis-je un héros ou une simple brute? Pourquoi est-ce que je fais du mal autour de moi? Pourquoi? Mais le ciel resta sourd à sa demande. Alors Héraclès se leva. Prit sur son dos pour le porter jusqu'à la grotte de Pholos et lui offrir des funérailles dignes du respect qu'il lui portait. Comment est-ce possible? Quel carnage! Ils étaient tous de valeureux combattants. Alors il se saisit d'une flèche qui n'avait fait qu'une simple égratignure sur la peau d'un centaure. Comment un si petit objet pouvait-il faire de tels dégâts? Et il laissa la flèche tomber sur son pied. Qui le blessa mortellement. Car les flèches avaient été trempées dans le sang de l'hydre de l'herbe. Ces flèches empoisonnées sont destinées à mes ennemis. Comment avait-elle pu finir sur les corps de Pholos et Chiron? De quoi veut-on me punir sans cesse? Je n'en ai pas fini avec le mal, et c'est par là que mon malheur arrive. Derrière l'hydre, c'est Héra. Alors, il s'empressa de brûler les flèches une à une. S'il le faut, je lutterai à main nue, mais plus jamais je ne vais être sous l'emprise d'une force plus grande que la mienne. Mais il garda une seule flèche, En souvenir du pacte qu'il venait de passer avec lui-même. Après avoir offert des funérailles magnifiques aux deux centaures, Il se mit à la recherche du sanglier d'Érimante.
La bête devait se protéger du froid dans un recoin de la forêt. Héraclès cherchait à faire sortir le sanglier de sa tanière, puisqu'il ne pouvait le tuer. Il fallait le chasser, l'obliger à courir jusqu'à ce qu'il s'épuisât. Le sanglier apparut, puissant et répugnant. La tâche promettait d'être rude. Mais l'animal n'était pas bien malin. Il semblait ne jamais se fatiguer. Le froid mordait la peau d'Héraclès. Il lui fallait faire vite. Il poussa des hurlements sauvages. Et le sanglier accéléra sa course. Soudain, il disparut, poussant des cris aigus. Car il venait de tomber dans un immense trou que la neige dissimulait. Héraclès s'approcha, Saisit la corde qu'il avait à sa ceinture. et sauta dans le trou pour le ligoter. Il le jeta sur son dos. Et entreprit de redescendre à Mycène. Combien de temps encore vais-je devoir obéir à Héraclès? Ne céderait-il pas un jour à la colère pour le réduire en bouillie? Hola, cousin, je n'entends pas ce que tu cherches à me dire. Pourquoi te caches-tu dans une jarre de fer? Aurais-tu peur de moi? Haha. Tu as le sanglier? Sors de ta cachette et regarde où tu veux que je vienne te rejoindre. Eurysthée, cousin, tu n'as rien à craindre de moi. Je t'en fais ici la promesse solennelle. Je ne tenterai rien contre toi. Je dois expier mes crimes et me purifier de tout le mal que j'ai commis. Donne-moi tes ordres et je t'obéirai. Je te crois. En attendant, va accomplir ta prochaine épreuve. Ramène-moi la biche au corne d'or. Va, et que les dieux te viennent en aide, cousin. d'abord ridicule. Exiger de moi que je nettoie les écuries d'Ogias. Je ne le ferai pas, non. Je refuse de me plier aux caprices de ce crétin immature. Héraclès ne décolérait pas. Il tapait avec son épée dans la moindre broussaille, soulevant la poussière et hurlant des insultes, faisant fuir hommes et bêtes qui se trouvaient sur son chemin. Mais où donc étaient passées ces bonnes résolutions d'antan? Se souvenait-il seulement les avoir fait le jour où il a ramené un sanglier vivant? Il faut dire que le temps avait passé. Il avait mis plus d'1 an à ramener la biche aux cornes d'or et aux sabots d'airain. Elle se déplaçait avec une telle rapidité qu'il avait eu bien de la peine à la suivre. Rien à voir avec le lourdeau sanglier. Durant des mois entiers, il avait parcouru des plaines, escaladé des montagnes, traversé des vallées, franchi des océans. La bête était craintive, gracile et singulièrement rusée. Et malgré tous ses efforts, jamais il ne parvenait à être aussi léger et subtil qu'il ne l'aurait fallu. Il avait appris qu'assis contre lui-même les vertus de la patience. Pour la première fois, il avait su attendre. Au bout d'1 an, il surprit la biche en plein sommeil. Elle était si belle, si fragile. Il la prit délicatement par les pattes, tandis qu'elle lui jetait des regards effrayés. Mais soudain, une voix outrée s'éleva dans son dos. Comment oses-tu, étranger, toucher à la biche sacrée? Je t'en supplie, Artémis, comprends-moi. C'est un ordre d'Eurysthée, mon cousin. Je ne puis m'y soustraire. Je dois expier mes crimes. Te voilà donc le fameux Héraclès. Je les connais, tes crimes. Je sais ce que tu endures. La jalousie d'Héra est sans limite. Et le chemin qui te reste à parcourir est encore si long. Je ne sais plus quoi dire. Si ce qu'on m'a dit est vrai, tu es ma sœur. J'ai tant de questions à te poser. Voici la biche. Amène-la à Eurysthée et dès qu'il l'aura vue, relâche-la dans les bois ici même. Au revoir. C'est d'accord. Quelque chose en moi a changé. Je saurai maintenant maîtriser ma violence. Sa 5e épreuve était de chasser les oiseaux du lac Stymphale. Une foule innombrable d'oiseaux pullulaient au-dessus du lac, détruisant les fruits de la campagne environnante. Il commença par les observer longuement. Il remarqua un jour que le grondement de tonnerre semblait semer la panique parmi eux. Mais comment faire assez de bruit pour effrayer tous ces oiseaux? Derrière cette haie, tu trouveras les castanettes de bronze, construites pour toi par Héphaïstos, le dieu du feu. Mais qui êtes-vous? Je suis Athéna, déesse de la sagesse.
j'ai décidé de te venir en aide. Il faut bien parfois contrer les projets de la jalouse Héra. Mais où êtes-vous, Athéna? Encore une fois, un dieu me vient en aide. Peut-être que mon père, du haut de l'Olympe, se souciait-il de son sort. Il se saisit des castagnettes pour en faire un vacarme épouvantable. Ah! Même sur l'Olympe, ils doivent se boucher les oreilles. Les oiseaux s'envolèrent. Il sortit son carquois et tira autant de fois qu'il le fallut. Puis il nettoya le lac et revint à Mycène content et apaisé. Je suis si content de te voir, Héraclès, viens dans mes bras. Ta voix sonne faux, mon frère. Et quels sont ces vêtements luxueux que tu portes? Serais-tu devenu l'ami d'Eurysthée? Et d'ailleurs, cousin, quelle est ma prochaine épreuve? Nettoyer les écuries du roi Augias en un seul jour. Tout le monde en Grèce connaissait Augias pour sa saleté. 30 ans que les écuries n'avaient pas été nettoyées. Et ce fumier qui aurait dû servir à enrichir la terre pourrissait. Empestant les environs, vouant le pays à la stérilité. En un seul jour? Voilà une tâche impossible. Comment transporter des kilos de fumier à l'odeur épouvantable sur mon dos? Tout le monde va se moquer de moi. Les écuries étaient situées au fond d'une vallée, non loin de deux fleuves, l'Alphée et le Péné. Une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être le début d'une solution. Il se rendit au palais d'Augias. Le roi le reçut, non sans cacher sa fatigue. Il se déplaçait avec difficulté. Gras comme un cochon, pas rasé, pas lavé. Il est aussi répugnant que ces écuries. En une seule journée. Haha, tu as perdu la tête. Mais le spectacle risque d'être amusant. Faites prévenir mes sujets, on a si peu l'occasion de s'amuser par ici. Héraclès commença par creuser 2 trous dans les écuries. La foule criait tout en se bouchant les narines. Héraclès s'efforçait de ne pas les entendre. Il se mit au travail. Il voulait détourner le cours des deux fleuves en creusant des fossés. Il ne ménagea pas sa peine. Creusant, déplaçant à main nue des rochers énormes. Bravo, Héraclès! Bravo! Quelle force prodigieuse! Les mêmes qui il y a quelques heures se moquaient de moi maintenant m'applaudissent. Bientôt, il fit la jonction avec le fleuve. Et les eaux s'engouffrèrent avec force dans l'ouverture. Un torrent dévala la pente. Emportant tout sur son passage. S'engouffrant dans les écuries. Avec un bruit de tonnerre. Les eaux s'infiltraient partout. Et entraînaient toutes les saletés jusqu'à la mer. Bravo, Héraclès! Bravo, bravo! Sur la route de Mycène, Héraclès rêvait à sa prochaine épreuve. Avant d'arriver à destination. Il éprouva le besoin de plonger dans l'eau claire d'une rivière. Qui, même si elle était bien trop froide, Le lava d'un sentiment de dégoût que lui avait procuré ce travail. je veux que tu ramènes Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde les enfers. On ne revient pas des enfers, Eurysthée. C'est une sentence de mort. Quelle cruauté. Je n'y arriverai pas. On ne revient pas des enfers. Héraclès marchait depuis plusieurs heures. Et le soleil était haut dans le ciel. Il faisait une chaleur insensée. Héraclès avançait dans un monde Qui semblait déserté par toute vie. Dans un silence angoissant. Il marcha jusqu'à la nuit. Se laissant guider par le hasard. incapable de s'orienter. Comment trouver l'entrée des enfers? À qui demander? Il ira ainsi pendant 3 jours et 3 nuits sans savoir ce qu'il faisait. Zeus, maître de l'Égide, viens à mon aide. Seul je n'y parviendrai pas. Ne t'ai-je pas prouvé ce dont j'étais capable? Ne me suis-je pas soumis durant ces longues années à mon destin? Ne crains rien, Héraclès. Hermès, le messager des dieux. Et Athéna, la déesse de la sagesse, Nous sommes là et nous ferons tout pour t'apporter notre aide. Ils se mirent en route. Le voyage dura plusieurs mois. Il leur fallut traverser toute la Grèce et arriver aux confins du monde. Nous y sommes. Ils se trouvaient devant l'entrée d'une grotte. Le cœur battant, Héraclès s'enfonça sous la terre. Ils finirent par déboucher sur un grand lac. Qu'ils traversèrent à la nage. Voici Bientôt, il entendit des plaintes lugubres. Voici Suivi l'Achéron. de cris déchirants qui lui glacèrent le sang. Voici l'Achéron, fleuve des douleurs. Et voilà le Styx. C'est là que nous devons te laisser. Héraclès y approchait doucement une barque conduite par Charon. Quand tu seras devant Cerbère, souviens-toi du lion de Némée. Ce n'est pas plus difficile. Bonne chance. Il se retrouva seul devant le vieillard, dont il pouvait à peine discerner les traits. Il avait une barbe longue et sale. Ses yeux lançaient des flammes. Monte, toi, tu n'as pas besoin de payer, je sais que l'on t'attend. Alors commença une bien étrange traversée.
Des ombres à forme humaine couraient le long du Styx. Gémissant, tendant les bras vers Charon et Héraclès. Écartez-vous, Amérantes, ou je vais vous envoyer dans un désert peuplé de serpents et de monstres. Mais une âme s'approcha de très près. Empêchons la barque de poursuivre sa route. Héraclès sortit son glaive et le planta dans ce qu'il croyait être le corps de son agresseur. Il est mort, tu ne peux pas le tuer une deuxième fois. Écoute-le plutôt, je crois qu'il veut te parler. Je suis Ménéagre, je n'ai que peu de temps pour te parler. Comme toi, je suis victime de la colère des dieux. Ils s'acharnent contre moi et je suis condamné à errer ici pour l'éternité. Le seul qui est en vie encore est ma sœur Déjanire. Je te supplie, Héraclès, pour la paix de mon âme, quand tu seras sorti d'ici, d'aller la trouver et de lui dire combien je l'aime. Promets-le-moi. Je t'en fais la promesse par le plus grand des serments. Ils s'accostèrent. Héraclès se retrouva seul. Étranger dans ce monde inconnu. Sois le bienvenu, Héraclès, et approche sans crainte. Je ne me laisse pas le choix, tu parles d'une invitation. Je ne vois même pas à qui je parle dans cette pénombre informe. Ha ha ha, c'est bien toi le héros dont toute la Grèce s'enorgueillit. À te voir aujourd'hui, on pourrait croire le contraire. Il avança d'un pas qui se voulait plus résolu. Et enfin, il put distinguer Perséphone. La femme d'Hadès, le dieu des enfers. Je suis heureuse de te voir. Les visites ici sont si rares et on se lasse de tout, même du spectacle de la douleur. Je suis chargée de te conduire après d'Hadès, mon mari. Suis-moi. Hadès était assis nonchalamment sur son trône. Héraclès aperçut à ses côtés Cerbère. Je m'appelle Héraclès, je dois sur ordre d'Eurysthée ramener ton chien Cerbère. Zeus, mon frère, m'a parlé de toi. C'est pourquoi je t'ai laissé entrer ici. Mais pour ce qui est de Cerbère, je ne veux pas m'en séparer. C'est mon plus fidèle compagnon. Et en disant ces mots, il lui caressa l'une de ses têtes. L'animal grogna. Et les crocs de chacune de ses 3 mâchoires brillèrent dans le noir. Alors voilà ce que j'ai décidé. Je t'interdis d'utiliser tes armes et ton bouclier pour le battre. Il te faudra le faire à main nue. Protégé par sa cuirasse, enveloppé de sa peau de lion. Héraclès partit à l'assaut du monstre. Il avait 3 longs coups qui se tortillaient à une vitesse vertigineuse. Pour s'enrouler autour d'Héraclès et tenter de le mordre. Héraclès posa un genou sur le sol Et ramassa de la terre avec ses mains. Qu'il jeta dans les 3 paires d'yeux rouges et injectés de sang qui lui faisaient face. Surpris, Cerbère se secoua dans tous les sens, furieux et aveuglé. Il en profita pour lui sauter dessus. et entreprit de l'étouffer. Petit à petit, il le sentait faiblir. Arrête, je ne veux pas qu'il meure. Alors donne-moi une chaîne pour que je puisse le ramener à Mycène. Et donne-lui l'ordre de ne pas m'attaquer. Hadès marmonna quelques mots en caressant les têtes de son chien, comme s'il s'agissait d'un chiot maltraité. Je veux qu'il revienne sain et sauf. Et c'est ainsi qu'Héraclès entra, au bout de 10 longues années, victorieux à Mycène. Il ne cachait pas sa joie, mais n'eut pas le plaisir de contempler le visage de son cousin, qui avait retrouvé sa cachette favorite. On fêta alors la victoire du héros. Bravo Héraclès, bravo! Héraclès prit un plaisir infini à fêter ses victoires, profitant de la présence de sa mère et de celle de Iolaos. Mais très vite, il s'ennuya. Il avait l'habitude de vivre au milieu des bêtes. Et l'espace du palais lui semblait bien étroit. Il ne rêvait que de vivre de l'aventure. Il profita de la promesse faite à Méléagre pour repartir. Il lui fallait protéger Déjanire. Déjanire vivait à Calydon chez son père aîné. J'en ai assez de tous ces prétendants qui me demandent ma main et qui me disent que ma beauté est si flamboyante. Je refuse d'accepter la main d'un homme qui manque d'envergure malgré les insistances de mon père. J'ai une épreuve simple pour les hommes. Je leur propose une course de chars, mais ils refusent tous de se mesurer à moi car je suis une femme. Ils ont peur que je sois plus forte qu'eux. Quelle femme merveilleuse! Non seulement elle est incroyablement belle, mais surtout prodigieusement sauvage et fière. Que dirais-tu d'une course de chars, Héraclès? Est-ce que tu vas refuser toi aussi? Tu plaisantes, j'accepte avec grand plaisir. On dirait que tu as bien failli l'emporter, Déjanire.
Ah ah, tu es si habile. Voyons ce que tu as dans le ventre, monsieur le demi-dieu. Ah, mais je vous prends au mot, madame la guerrière. Les jours suivants, ils ne cessèrent de s'affronter. Déjanire était experte dans l'art de la guerre. À la mort de Méléagre, mes sœurs et moi avons été changés en pintades. Heureusement, Dionysos nous a sauvés. Je comprends mieux l'inquiétude de ton frère Méléagre. Or, tu n'es plus en danger. J'ai tenu ma promesse et je ne veux plus te quitter. Déjanire, sois-tu ma femme? Les noces furent célébrées à Calydon. Ils y vécurent heureux. Déjanire donne naissance à un premier enfant, Ilos. Héraclès rêvait de présenter sa famille à sa mère. Il voulait revenir à Mycène. Tu es heureuse, Déjanire, je le vois. Mais prends garde à ne pas gâcher ton bonheur. Ton tempérament pourrait te causer des soucis. Laisse-moi, père, je déteste qu'on me dicte ma conduite. Je te connais, ma fille. Je vois qu'elle fait te dévorer chaque jour un peu plus. Je me moque de ses conseils. Qu'est-ce qu'un homme aussi vieux, et qui plus est son père, peut connaître des joies et des tourments de l'amour? Déjanire était une femme jalouse. Terriblement jalouse. Dès qu'une autre femme approchait son mari, Qu'elle fût jeune, vieille, pauvre ou riche, elle imaginait qu'elle voulait lui ravir Héraclès. Or, son mari était le héros dont toute la Grèce parlait. Et nombreuses étaient les femmes qui cherchaient à lui plaire. J'ignore complètement les avances de ces femmes. Je connais le prix du bonheur et je ne souhaite pas perdre le nôtre. mais peut-on changer son destin? La jalousie est un monstre qui se nourrit de lui-même. Sur le chemin de Mycène, Alors qu'il s'apprêtait avec difficulté à passer une rivière en creux, Voulez-vous que je vous aide à traverser la rivière avec ma barque? merci brave centaure, mais je préfère traverser à la nage. Voyons, Héraclès, pourquoi nous compliquer la vie? Profitons de la barque de ce centaure. Je me méfie des centaures. Je ne les aime pas depuis que j'ai eu à les combattre. Mais fais ce que tu veux, Déjanire. Traverse sur la barque. Tu as toujours le dernier mot, ma très chère femme. Il était déjà sur l'autre rive. Quand il entendit des cris épouvantables. Nésos, le centaure, avait arrêté là-bas. Et attaquer Déjanire. Horrifié, Héraclès saisit une flèche dans son carquois, visa et toucha le centaure en plein cœur. Toutefois, alors qu'il était à l'agonie, Il versa un peu de son sang dans une fiole qu'il tendit à Déjanire. Voici un filtre d'amour. Une fois bu, il t'assurera un amour éternel. Jamais plus Héraclès ne regarderait une autre femme. Déjanire s'en empara aussitôt. Pas un instant, elle ne douta de ses paroles. et pourtant, si la jalousie ne l'avait pas rongé, Comment aurait-elle pu ignorer qu'il s'agissait d'un piège? le soir même, les voyageurs escalent à Trachis. Ils y furent accueillis par le roi Ceyx qui leur présenta sa filleule. Je sens que cette femme veut me voler mon homme. La nuit même, Elle teignit une tunique avec le filtre d'amour. Héraclès enfila la tunique. Et dès qu'elle toucha sa peau, Que se passe-t-il, Déjanire? C'est horrible. Une horrible brûlure me déchire le corps. Héraclès, mon amour, quelle horreur, que puis-je faire? Il est trop tard. Héraclès s'arrachait la peau tant la douleur était dure. Déjanire eut le temps de confesser sa faute. Ce sang est celui de l'hydre de Lerne. Ainsi, mon pressentiment était juste. L'hydre m'a poursuivi comme une malédiction. C'est à elle que je devrais ma mort. Et il s'enfuit. Déjanire, désespérée de voir l'homme qu'elle aimait, Souffrir et bientôt mort par sa faute. Se jeta par la fenêtre. Héraclès courut longtemps comme pour fuir sa douleur. enfin ne pouvant supporter plus longtemps, Les atroces souffrances dont il était la proie. il choisit de se brûler sur le mont Éta. Héraclès, viens avec moi sur le Olympe. Il est temps que mon fils devienne un dieu à part entière. et c'est ainsi qu'Héraclès obtint l'immortalité. Mais là-haut dans l'Olympe, Il lui restait un dernier défi à relever. Se réconcilier avec Héra. Et on raconte qu'elle finit par l'adopter et lui donna, preuve de sa bonne foi, Sa propre fille en mariage. la puissante déesse Hébé.